Bonjour tout le monde. Dans quelques instants, vous aurez la chance de discuter des perspectives économiques que nous offre 2023 et surtout des actions que nous devrons prendre pour être capables de surmonter les obstacles que la pandémie, l'inflation et les conflits géopolitiques laissent sur le chemin de la reprise économique. Bien entendu, avec les chambardements des dernières années, les projections pour 2023 ne sont pas aussi positives qu'on aurait pu le croire 3 ans passés. Toutefois, je persiste à croire que nous sommes de retour sur la bonne voie. Je veux profiter de la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour témoigner, je m'excuse, que la francophonie canadienne est prête à participer activement à la reprise économique. Parce que la francophonie économique canadienne, c'est 20% du PIB total du Canada. C'est plus de 130 milliards en retombées en dehors du Québec. Plus de 430 000 entreprises francophones, dont 70 000 dans la francophonie canadienne hors Québec. Pour assumer pleinement notre rôle dans la reprise économique, il nous faudra miser sur la collaboration en francophonie canadienne et accroître les échanges interprovinciaux pour que l'on puisse profiter des forces de tous et chacun. Il faut cesser de voir la francophonie comme une dépense de service à la clientèle, mais plutôt comme une force, un avantage concurrentiel bien précieux que nous possédons comparativement à plusieurs autres États dans le monde. Il faut aussi le voir comme un investissement qui bénéficie à tous. Comme vous le savez sûrement, le fait que nous avons une main-d'œuvre bilingue au Nouveau-Brunswick nous a permis d'attirer chez nous plusieurs centres de contact avec la clientèle et de soutien administratif. Une étude des économistes Pierre-Marcel Desjardins et David Campbell démontrait en 2019 que chaque emploi bilingue créé dans ce secteur permettait de créer 2 emplois pour les unilingues anglophones. Nul besoin de réinventer la roue. Nous avons déjà la chance au Canada de compter sur une main-d'œuvre bilingue, sur une structure économique où sont utilisées 2 des 3 plus importantes langues en affaires dans le monde. Capitalisons là-dessus pour donner un coup de pouce à notre économie. Il faut aussi voir au-delà de la reprise économique en cours au-delà de 2023. Selon les données de l'ONU et l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, on peut s'attendre, selon les projections les plus prudentes, à ce que le nombre de francophones sur la planète double d'ici 2060, passant de 320 millions à plus de 700 millions. On parle même de 1 milliard d'ici 2065, faisant du français une des langues avec les plus fortes prévisions de croissance. Et alors qu'on parle souvent d'une population vieillissante, ce qui porte un grand stress à notre main-d'œuvre, il importe de noter que 60% de la population francophone mondiale est âgée de moins de 30 ans. D'ici 2060, toujours selon les projections, 75% des francophones sur la planète seront âgés moins de 30 ans et 75% vivront en Afrique. C'est énorme. Nous devons donc nous positionner. Nous devons prendre conscience de l'ampleur de l'espace économique francophone et de son potentiel. Nous avons déjà les outils et des réseaux pour réussir. Il nous suffit maintenant de faire preuve de leadership et d'innovation et d'aller dans les directions des régions du monde où nous n'avons pas toujours été suffisamment présents. Maintenant, il me fait grand plaisir de céder ma place à nos 2 panélistes, soit M. Jacques Naud, président du conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français, ainsi que M. Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège au mouvement Desjardins, qui possède une solide expertise en recherche et prévision macroéconomique, ainsi qu'en analyse de la politique monétaire et des marchés des titres à revenus fixes. M. Naud et M. Jean, la parole est à vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Savoie, pour votre message très inspirant. Alors, Jimmy, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on aimerait parler, c'est de perspectives économiques 2023. Mais avant de commencer, en fait, pour faire la mise en scène, je prenais quelques notes auparavant. Et en fait, aller jusqu'au mois de février-mars, je pense qu'on vivait sur une belle vague, Jimmy. Les prix des maisons augmentaient, nos portefeuilles s'amélioraient, la vie semblait être assez belle, les taux d'intérêt étaient assez bas pour ceux qui avaient des hypothèques ou des prêts. Mais en quelques mois, la situation a changé rapidement. On a vu hausse de l'inflation, taux directeur qui a augmenté de 3 depuis le cas, puis qui va probablement bouger encore, vente des maisons qui sont à la baisse, prix de maison qui est à la baisse, les taux d'échange Canada-US qui est à la hausse, main-d'œuvre qui est plus rare. Alors, Jimmy, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on la regarde dans 3 volets. Qu'est-ce qui a causé ça d'abord? Après ça, on parlera des perspectives, puis c'est quoi l'impact de tout ça. Alors, si tu peux peut-être nous faire un sommaire de pourquoi qu'on en est là aujourd'hui. Tout à fait. Puis je pense que c'est important de comprendre, pour bien comprendre ce qui se passe en ce moment, c'est important de prendre un certain recul, puis de comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé après la crise de 2008-2009. Parce que quand on regarde, on analyse vraiment l'historique, c'est là qu'on se rend compte qu'on a semé beaucoup de ce qu'on vit en ce moment en termes d'inflation, en termes de hausse d'intérêt. On l'a semé au cours du dernier cycle. Qu'est-ce qui s'est passé après 2008-2009? On a offert de la stimulation, les banques centrales ont baissé les taux, ont adopté des politiques d'assouplissement quantitatif. On a aussi, du côté des gouvernements, assoupli la politique budgétaire. Par contre, dès qu'on est sorti de crise, on a tout de suite battu en retraite du côté de la politique budgétaire. On l'a fait de manière très rapide. D'ailleurs, quand on se souvient, au Canada, dès 2015, on était devenu avec un solde positif, une balance budgétaire positive. Et tandis que les banques centrales, elles, étant donné que la reprise était lente, entre autres sur le marché de l'emploi, ça a été le cas particulièrement aux États-Unis, on a été forcé de maintenir les taux d'intérêt bas assez longtemps. Donc, à partir de ce moment-là, je dirais à partir du milieu de la dernière décennie, c'est là qu'il y a eu une conscientisation au niveau des prescriptions par rapport à la crise précédente, au niveau de l'action des gouvernements, puis à quel point on s'était retiré peut-être un peu trop vite, à quel point on avait peut-être empêché la reprise d'être aussi forte qu'elle aurait dû l'être, étant donné qu'on a appliqué, par exemple, des principes d'austérité très sévères en Europe, on se souvient, et finalement, on a évolué vers une approche misant sur beaucoup plus de soutien des politiques budgétaires pour aider à la reprise, puis beaucoup plus de générosité aussi. Tout ça avec une certaine coordination avec les banques centrales. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là, quand en 2018-2019, tout ce qu'on entendait du côté des banquiers centraux, du côté des gouvernements, c'est que lorsqu'il y aurait une prochaine crise, il allait falloir être coordonné, il allait falloir être agressif et pas se retirer trop rapidement. La pandémie est arrivée, c'est exactement ce qu'ils ont fait. La pandémie est arrivée, ils étaient prêts. Ils ont juste pesé sur le bouton, mais le plan de match était réglé. C'est pour ça qu'on a vu la politique monétaire des plus agressives du côté de la détente qu'on a vu, qui a excédé largement ce qu'on avait vu en 2008-2009. Puis c'est pour ça qu'on a vu aussi, de manière très importante, la politique budgétaire aller de l'avant avec des programmes qu'on n'avait pas vus auparavant. Entre autres, l'octroi de chèques, le soutien aux revenus. Vraiment, vous demandez à n'importe quel économiste la caractéristique, le fait saillant principal dans la pandémie, c'est quoi? C'est une augmentation du revenu disponible. On voit jamais ça en crise économique, on voit jamais ça en récession. Ça, c'était le grand fait saillant. Donc, c'est l'action très agressive des gouvernements qui a causé ça. Or, évidemment, il y a eu aussi l'effet des politiques sanitaires qui ont causé beaucoup d'instabilité, mais au final, on est parvenu à trouver un vaccin, on est parvenu à rouvrir l'économie et cet argent-là qui a été accumulé par les ménages, les entreprises qui ont été capables de survivre, ben ça s'est déployé très rapidement dans l'économie. Ça a causé une inflation beaucoup plus forte, beaucoup plus persistante. Évidemment, il y a d'autres facteurs aussi. Il y a eu une guerre en Ukraine qu'on ne pouvait pas prévoir. Il y a eu tous les goulots d'étranglement à la chaîne d'approvisionnement, donc il y a ça également. Mais quand on pense à ce qui a été déployé comme mesure, autant du côté de la politique monétaire, politique fiscale, c'est très important de
comprendre l'action de ces deux forces-là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui en situation d'inflation qu'on doit défaire. Or, c'est pas la politique budgétaire qui est en train d'essayer de défaire l'inflation, c'est surtout la politique monétaire en ce moment. Très bon point, Jimmy. Qu'en dis-tu de la transition énergétique? Est-ce que ça a un impact inflationniste, étant donné qu'on doit développer des nouvelles technologies, les voitures coûtent plus cher quand tu achètes une voiture électrique ou pas? Est-ce que ce virage énergétique-là a un impact sur l'économie, l'inflation et notre qualité de vie? Bien, ça, c'est vraiment quand on pense à l'inflation, qu'on réfléchit à une perspective à long terme, je dirais que c'est une question qui on passe beaucoup de temps à réfléchir à cette question-là parce qu'effectivement, on est dans une période de transition énergétique, mais il y a quand même une manière de faire, une manière de procéder. Et si on ne s'y prend pas de la bonne manière, effectivement, on peut causer des pressions inflationnistes drôlement importantes. Et on a d'ailleurs publié une belle analyse là-dessus sur notre site web, sur le Greenflation. On a sorti ça au mois de mai. Mais on regarde, entre autres, les développements du côté de l'offre d'énergie, de produits verts, là, clean, de produits propres. Par exemple, les véhicules électriques, c'est un exemple. L'offre qui est disponible, à quel coût? Et aussi, on regarde ça versus la rapidité, la pression qu'il y a en ce moment à réduire l'offre de produits polluants. Donc, le pétrole, même le gaz naturel, donc les combustibles. Là, cette année, c'est autre chose parce qu'on vit une crise avec l'Ukraine, mais il y a énormément de pression pour ça. Puis, on a regardé plusieurs scénarios et effectivement, si on se dépêche à couper l'offre de tout ce qui est qui émet beaucoup de carbone à l'heure actuelle, au moment où on n'est pas la technologie au niveau des coûts, on n'a pas encore réduit les coûts, on n'a pas amélioré l'accès encore à ces produits-là. Ça peut faire en sorte qu'il y a une période de transition où ça crée beaucoup de friction et d'inflation. Donc, c'est pas quelque chose qui va nécessairement être facile à régler, mais ça va prendre beaucoup d'investissement. Ça, c'est une chose dont on a la certitude. Ça va prendre énormément d'investissement pour accélérer cette transition-là. D'ailleurs, il y a des initiatives au Canada, ici même en Ontario, au niveau des métaux critiques, pour faire en sorte qu'on puisse accroître notre capacité en énergie renouvelable, en énergie propre, et qu'on puisse aussi baisser les coûts des batteries, arriver avec des innovations technologiques qui permettent à élargir l'accessibilité de tout ce qui s'appelle produits répondants, qui s'alignent à nos critères, à nos objectifs de carboneutralité. Donc, c'est pour ça qu'on le répète, l'investissement va être clé. Là, on parle en ce moment de récession, de ralentissement, on parle de hausse des taux d'intérêt. Qu'est-ce qui est inquiétant là-dedans, c'est que ça pourrait amener les entreprises à freiner le développement, à être plus incertaines. Mais pourtant, on sait que la planète va continuer de se réchauffer. On sait que au niveau de la transition énergétique, on a déjà un retard par rapport à nos cibles climatiques. Donc, ça risque seulement de nous retarder. Donc, c'est pour ça que les gouvernements, mais aussi les investisseurs, les entreprises doivent redoubler d'ardeur dans ces moments difficiles puis continuer à miser sur ces stratégies-là de carboneutralité parce que ça, on parle d'un phénomène qui est structurel. Ça ne va pas être derrière nous. On peut vivre 2, 3 autres récessions, mais la planète, elle continue de se réchauffer. Un bon point. En fait, je voulais parler aussi de l'impact, où on en est aujourd'hui, de l'impact de la chaîne d'approvisionnement. En fait, COVID a eu un impact négatif sur ça. Il y a les événements géopolitiques. Alors, comment tu vois ça se dessiner dans l'avenir pour améliorer cette transition-là? Bien, d'abord, il y a des bonnes nouvelles, puis c'est rare, là. Ça, c'est une des rares bonnes nouvelles. C'est les chaînes d'approvisionnement. Ça commence à s'améliorer. On voit dans les indicateurs, par exemple, le fameux indicateur de la Fed de New York sur les pressions mondiales aux chaînes d'approvisionnement, c'est en baisse de 86% depuis le mois de janvier. Donc, c'est presque de retour à la moyenne pré-pandémique. Très bonne amélioration à ce niveau-là. Le prix du transport des conteneurs, par exemple, de la Chine vers la côte ouest américaine, on parle d'une baisse d'environ de 60% en variation annuelle. Donc, ça aussi, ça démontre des signes d'amélioration.
Mais quand on regarde, par exemple, les enquêtes auprès des entreprises, les enquêtes auprès de la petite entreprise, entre autres, puis si on leur demande qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, puis on voit que ça a arrêté d'empirer, au moins, mais on ne peut pas dire qu'on est revenu à la normale. Il y a encore des contraintes, il y a encore des intrants critiques qui manquent. Si on prend, par exemple, le secteur automobile, au niveau des puces électroniques, on est loin d'être revenu à la normale. Donc, il y a des bonnes nouvelles, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire avant de dire que on s'en est sorti. Et entre-temps, effectivement, ce que ça fait, c'est que ça amène des pressions inflationnistes et ça amène aussi beaucoup d'incertitudes pour les entreprises au niveau de leur structure de coûts, de leur gestion des inventaires, entre autres. Là, on parle beaucoup plus maintenant de juste au cas où, on gère juste au cas où plutôt qu'en juste à temps. Donc, c'est des phénomènes dont on entend beaucoup parler, mais tout ça vient avec des coûts. Il y a une raison pourquoi ces chaînes d'approvisionnement-là ont été structurées de cette façon-là au cours des dernières décennies. C'est une raison d'efficience, de coûts qui sont plus faibles. Maintenant, dès qu'on défait cet écosystème-là, puis qu'on tente de raccourcir les chaînes d'approvisionnement, les rendre plus résilientes, bien, effectivement, il y a des coûts qui sont reliés à ça, des coûts qu'on va avoir tendance à refiler aux consommateurs, donc ça va faire de l'inflation. Nous, on a regardé, entre autres, on a sorti une étude cette semaine au niveau de la situation des PME en Ontario, mais c'est des constats qui sont valables à l'échelle canadienne. Puis ce qu'on voit, c'est que tout ce dont on entend parler au niveau du reshoring, nearshoring, on entend beaucoup, c'est un peu des buzzwords qu'on entend beaucoup parler, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on voit des signes? Est-ce qu'il y a vraiment de la gestion active pour exécuter une stratégie de reshoring ou nearshoring? Puis ce qu'on a regardé, par exemple, sur 16 secteurs d'activité, il y en avait seulement 3 où est-ce qu'on pouvait dire qu'il y avait vraiment des actions tangibles, puis c'est surtout dans le secteur manufacturier, le secteur de la fabrication. Il y a beaucoup d'entreprises qui savent pas vraiment comment s'y prendre, puis il y a beaucoup d'entreprises qui disent que elles sont très dépendantes de fournisseurs étrangers, donc ils sont pas capables, le genre de produits qu'on consomme, qu'on importe de l'étranger, on n'est pas capable de le remplacer par des fournisseurs locaux, autrement dit. Donc, ça, c'est des enjeux et ça veut dire que ça ne va pas se faire vite, cette tendance-là. Et ça va aussi vouloir dire que au niveau pan-canadien, entre autres, il va falloir développer une stratégie d'échanges interprovinciaux qui va nous permettre d'accélérer le pas au niveau des échanges à l'intérieur du Canada. Ça, c'est un aspect qui a été extrêmement déficient. On transige, c'est plus facile de faire du commerce avec les États-Unis qu'avec nos voisins des autres provinces. Et ça, c'est en raison, entre autres, de contraintes réglementaires absolument, c'est même une parodie là, quand on regarde des fois certaines de ces contraintes réglementaires-là, mais il y a un potentiel énorme dans l'augmentation des collaborations puis des échanges interprovinciaux. Et justement, cette tendance-là vers la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, bien, ça peut permettre d'accomplir un projet qu'on a depuis longtemps, c'est-à-dire d'augmenter ces partenariats-là. Un autre point qui est intéressant aussi, on a eu l'impression en sortant de la pandémie ou dans la dernière année, en fait, on a découvert qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre. En tout cas, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de postes vacants présentement. C'est plus dur de trouver les talents qu'on a besoin. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles de cette tendance-là, puis qu'est-ce que ça veut dire, et arrimer ça avec l'immigration aussi. Absolument. C'est le problème de l'heure quand on regarde, encore une fois, les entreprises, parce que c'est beaucoup chez les entreprises qu'on nous dit, enquête après enquête, c'est le problème numéro 1, c'est trouver de la main-d'œuvre, c'est trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Puis, par exemple, ce qu'on regarde en ce moment, étant donné que c'est un enjeu qui se passe à travers l'économie, de trouver de la main-d'œuvre, bien, par exemple, les petites entreprises se trouvent désavantagées en ce moment parce que il y a des gens qui peuvent décider de soit travailler dans par exemple, un restaurant comme serveur
ou aller travailler dans un centre d'appel ou aller travailler dans un job plus dans les services où est-ce qu'on peut travailler à distance. Donc, il y a certaines petites entreprises qui sont plus exposées ou sont plus dans des secteurs à haut contact. Donc, on parle des restaurants, le divertissement, ce genre de choses-là où est-ce qu'on peut pas offrir du télétravail et donc on est désavantagé. On peut pas non plus offrir le genre de salaire, d'augmentation de salaire que les grandes entreprises sont capables de consentir. On n'est pas nécessairement capable de fournir autant de flexibilité. Donc là, c'est un peu ce qui est particulier. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que malgré le fait qu'il y a des pénuries d'emplois, le niveau des postes vacants est un record en ce moment au Canada, mais dans les petites entreprises, l'emploi, ça baisse en ce moment. Ça baisse parce qu'il y a des gens qui partent à la retraite ou des gens qui quittent vers d'autres secteurs, puis on n'est pas capable d'attirer d'autres employés. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Puis dans certains secteurs, surtout dans les régions éloignées, ce que ça veut dire, c'est que si on n'est pas capable d'avoir la masse d'employés qu'il faut, soit on est obligé de réduire les activités, soit même de fermer boutique dans certains cas. Donc ça, c'est le plus ça traîne, cet enjeu de pénurie de main-d'œuvre-là, le plus ça a des incidences sur la croissance économique, pas seulement ici et maintenant, mais à long terme. Parce que si on parle d'entreprises qui ferment, de tissus industriels locaux qui s'érodent, ben ça a des répercussions sur l'économie à long terme. Donc c'est pour ça que dans les solutions, effectivement, on parle d'immigration. L'immigration, c'est une des solutions primordiales. Là-dessus, on est extrêmement agressif au Canada. Là-dessus, d'ailleurs, au Canada, on a la plus forte expansion démographique du G7 et de loin. L'année prochaine, c'est 450 000 immigrants qu'on va accueillir, dont la moitié dans la catégorie économique. Donc, le Canada est très agressif là-dessus. Par contre, les immigrants ont tendance à aller beaucoup plus vers l'Ontario. C'est presque la moitié des immigrants que l'Ontario attire. Et aussi dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique. Au Québec, on sait qu'il y a des enjeux par rapport à ça du côté politique. Or, le Québec est la deuxième province avec le taux de postes vacants plus élevé. Et quand on regarde, par exemple, au Québec, les projections démographiques à long terme pour le bassin de travailleurs, on parle une des plus faibles avec les provinces de l'Atlantique, une des plus faibles croissances du bassin de travailleurs. Donc, on regarde le ratio de dépendance, par exemple, là, on va passer de 68 à 83 dans 20 ans. Donc, il y a des enjeux majeurs reliés à ça, à l'immigration. C'est pour ça qu'il faut l'augmenter, mais aussi, il faut aller chercher en ce moment les travailleurs dans des secteurs dont on a besoin. Je donne un exemple souvent, c'est celui de la construction. Donc, la construction, là, c'est 19 des travailleurs dans la construction qui sont nés à l'étranger. Puis ça, c'est en dessous de la moyenne de ce qu'on voit à travers les secteurs d'activité au Canada. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Les manques de travailleurs dans la construction, on en vit. La construction, c'est le 5e secteur où les taux de postes vacants sont les plus élevés. En ce moment, on a une pénurie importante de logements, on a une crise d'abordabilité. Même si le marché immobilier est en ralentissement, on se doute qu'avec l'immigration qu'on s'attend à avoir, la pression démographique va être assez forte. Puis on passe pas d'une situation où est-ce qu'on avait trop bâti d'unités. En fait, il en manquait. La SCHL estime que, rendu en 2030, il faudrait bâtir 3,5 millions d'unités de plus qu'on construit en ce moment. Et on n'a clairement pas la capacité au niveau de notre main-d'œuvre pour en arriver là. Donc, ce qui va être vraiment clé pour les gouvernements, c'est d'attirer aussi des immigrants qui vont pouvoir contribuer au secteur de la construction à faire accélérer les choses, parce qu'en retour, on ne sera pas capable, si on n'y arrive pas, on ne sera pas capable d'attirer des immigrants parce que les marchés vont être trop dispendieux, l'abordabilité va être fortement affectée. Déjà, on voit, par exemple, les dernières enquêtes du recensement montrent une baisse du taux de propriété au Canada. Donc, les immigrants, en général, ça prend 3-4 ans avant qu'ils soient prêts à acheter une première propriété. Or, de plus en plus, quand on arrive dans un marché comme Toronto, ou même la région éloignée de Toronto, maintenant, avec la hausse de prix, bien, ça prend plus de temps avant de pouvoir s'acheter une maison. Et ça peut faire la différence entre un immigrant qualifié décide d'arriver et d'aller à Montréal, à Toronto, ou décider d'aller s'établir en Caroline du Nord ou au Texas, où est-ce que c'est moins dispendieux. On sait qu'on a un gouvernement aux États-Unis qui est beaucoup plus accueillant maintenant depuis que Trump, depuis la défaite de Donald Trump. Donc, ça va être extrêmement important d'être stratégique dans la façon dont on accueille et les types d'immigrants qu'on accueille pour nous permettre d'accélérer à ce niveau-là.
Tu parlais, Jimmy, potentiellement des gens qui peuvent aller s'installer ailleurs, mais est-ce que le manque de main-d'œuvre, si on n'est pas capable de combler ça assez rapidement, ça peut motiver nos entreprises aussi d'aller s'installer ailleurs pour fabriquer ou être capable de produire ce qu'ils ont produit? C'est un point qui est tout à fait valable, effectivement. On l'a beaucoup vécu dans les dernières années, dans les dernières décennies, alors que on envoyait de la production dans les pays asiatiques ou au Mexique parce que c'était moins cher. Donc là, de plus en plus, avec la pénurie de main-d'œuvre ici, s'il y a la possibilité de faire de la sous-traitance à l'étranger, ça peut inciter certaines entreprises à le faire. Donc, c'est dans ce sens-là on risque encore plus éroder le tissu industriel, particulièrement dans les régions éloignées. Je pense pas qu'on a de la difficulté à attirer des immigrants dans les grandes villes. Dans les secteurs des services, mais on a beaucoup plus de difficultés dans les régions éloignées, puis dans des secteurs, par exemple, primaires et tertiaires. Donc, il y a vraiment une stratégie qui doit être raffinée au niveau des politiques publiques. Good. Passons maintenant aux prévisions que vous avez pour 2023 ou l'avenir, les perspectives économiques. Première question, le taux directeur a passé de, corrige-moi si je suis pas correct, là, mais de 0,25 à 3,25. On avait des hypothèques 5 ans qui étaient un peu en haut de 2 %. C'est rendu, je pense, de 5 ans est à 5,8 %. Comment tu vois le taux directeur aller dans les prochains 18 mois? Ben, nous, on est chez Desjardins, on a été dans les premiers à, d'une part, signaler une correction du marché immobilier. On est sorti avec un call au mois de mai et c'est ce qu'on est en train de vivre de manière très évidente. Et aussi, au cours de l'été, on est sorti avec une prévision quand même assez, disons, audacieuse, pas facile à faire pour un économiste en chef, mais une prévision d'une récession au Canada pour 2023. Donc là, ce qu'on voit, c'est que nos concurrents sont en train de nous rattraper là-dessus et c'est en train de devenir un consensus. L'idée qu'il va y avoir une récession en 2023. Nous, ce qu'on dit par contre, c'est que ça va être une récession légère. Donc, on ne prévoit pas non plus une catastrophe parce qu'il y a quand même des éléments porteurs dans l'environnement actuel. Le premier étant justement la situation dont je viens de parler, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça, ce que ça va faire, entre autres, ça va causer plus de comportements on va tenter de retenir nos employés chez les entreprises particulièrement qui ont les reins solides. Donc, et le fait que certaines entreprises vont peut-être faire faillite, peut-être devoir libérer certains travailleurs, ben il va y avoir une recherche du talent qui va faire en sorte qu'on va être capable de les attirer dans d'autres entreprises qui ont peut-être un peu plus le vent dans les voiles. Donc ça devrait faire en sorte que on voit une augmentation du chômage qui est moins élevée que ce qu'on voit d'habitude dans les récessions. Donc, c'est pour ça qu'on pense que ça va être une récession légère. Qu'est-ce qui définit l'ampleur, la sévérité d'une récession? C'est toujours le taux de chômage. À quel point ça monte, à quelle vitesse ça monte. On l'a vu pendant la pandémie, ça a explosé. Évidemment, les gouvernements sont alors arrivés avec des mesures très agressives pour soutenir les revenus. On ne s'attend pas à ce qu'on voit ce même genre de mesures-là cette fois-ci. Mais il reste que la pénurie de main-d'œuvre est un facteur qui, d'après nous, aide. Un deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup de ménages qui ont accumulé énormément d'épargne durant la pandémie. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a eu beaucoup d'inflation. Donc, une partie du pouvoir d'achat de cette épargne-là s'est érodée. Il faut aussi faire attention parce qu'il y a beaucoup de ménages qui ont vu leur richesse, autant leurs actifs financiers, cette année, c'est pas très beau, que la valeur de leur patrimoine immobilier. Bon, ça baisse. Donc, ça, la théorie économique nous dit que dans ce temps-là, les ménages vont être tentés de compenser en épargnant plus, donc refaire leur richesse. Donc, mais quand même, il y a des ménages qui ont pas mal de liquidités qui font en sorte que s'ils perdent leur emploi, par exemple, ils vont être capables de passer à travers ou ça va prendre plus de temps avant qu'ils fassent, par exemple, défaut sur leur hypothèque ou sur divers paiements. Donc, ça aide la chose. Puis, j'ai l'impression aussi que à un certain moment donné, même si on voit d'autres augmentations des taux directeurs, effectivement, je pense que la semaine prochaine, la Banque du Canada va nous annoncer 50 points de base, si c'est pas plus.
On pense qu'au Canada, on s'en va jusqu'à 4 aux États-Unis, on pense que ça va aller pas loin de 4,75 mais il reste que on commence à voir des effets pas juste sur l'économie, pas juste sur le marché immobilier, les effets vont se faire voir dans le temps aussi, il y a quand même des délais de transmission, mais on commence à voir des effets au niveau de la stabilité financière. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni et la volatilité qu'on a vue sur les marchés financiers, c'est en train de donner un message aux banquiers centraux que de plus on y va, plus il faut faire attention parce que il risque d'avoir des conséquences. Évidemment, le Royaume-Uni, il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais quand même, on sent qu'il y a de la fragilité dans le système financier. Puis les banques centrales, dans tout ça, la récession, je pense que les banques centrales, même si elles ne le disent pas publiquement, mais elles l'acceptent. Elles acceptent que c'est ça que ça va prendre pour calmer l'inflation. Mais il n'y a pas une banque centrale dans le monde qui veut voir une crise financière. Ça, je peux vous assurer de ça. Parce qu'une crise financière 2008-2009, on a vu qu'est-ce que ça fait. Très difficile de sortir de ça. Donc, je pense qu'on arrive au point où est-ce qu'on commence à faire attention. D'après nous, à 4 la Banque du Canada devrait arrêter. Il y a déjà des signaux au niveau de certains emprunteurs qui montrent que, par exemple, les emprunteurs à taux variable, bien, plus on monte, plus ils vont devoir payer, pas au moment du renouvellement, mais maintenant, augmenter leur paiement étant donné que l'intérêt dépasse le montant total des paiements qu'ils ont en ce moment. Donc, je pense que ça va aller en ralentissant au niveau des taux d'intérêt, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'une politique monétaire, ça prend 18 à 24 mois avant de faire son plein effet. Donc, on commence tout juste là. Ça fait à peine 7 mois, là. Il faut se rappeler qu'on a augmenté les taux. Ça a été très vite, mais c'est très court. Et donc, avec l'effet retardé de la politique monétaire sur, par exemple, la construction, les activités de rénovation à travers, par exemple, les dépenses des ménages en biens durables, des choses comme l'ameublement, des choses comme les automobiles qui dépendent du crédit, qui dépendent du marché de l'habitation, tout ça, ça va se faire sentir sur le tard. Et c'est comme ça que, d'après nous, le timing début 2023 va faire en sorte qu'on va subir une contraction économique, mais comme j'ai dit, une contraction économique qui devrait être de faible ampleur jusqu'à présent, selon ce qu'on observe. Si je comprends bien, les États-Unis vont peut-être être plus agressifs en termes d'augmentation de taux d'intérêt que le Canada va l'être. Quel va être l'impact de ça sur le taux d'échange? Bien, ça, c'est la grosse, depuis quelques mois, c'est le gros développement qui inquiète. D'ailleurs, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, en a parlé la semaine dernière. Le taux de change, le dollar canadien qui continue de baisser, mais en fait, pas seulement le dollar canadien, c'est toutes les monnaies contre le dollar américain. Étant donné que, justement, il y a ces craintes-là de récession, c'est cette instabilité financière-là, donc ça entraîne, c'est le cas classique, il n'y a pas de surprise là-dedans. Mais on voit, on cherche la valeur refuge. La valeur refuge dans ces contextes-là, c'est le dollar américain. Ça vient compliquer le travail de la Banque du Canada parce que un dollar plus faible, ça fait quoi? Bien, ça entraîne l'inflation. Ça fait en sorte que les produits importés sont plus dispendieux. Or, la Banque du Canada essaie d'accomplir l'opposé. Donc, c'est pour ça que M. Macklem parle encore de manière très agressive que ça va prendre d'autres hausses de taux d'intérêt parce que là, le dollar canadien est en train d'agir dans l'autre sens. En temps normal, un dollar canadien plus faible, ce que ça fait aussi, c'est que ça stimule l'économie parce que là, ça stimule les exportations, ça rend nos exportations moins dispendieuses, donc ça peut générer de l'activité. Or, c'est pas ça qu'on veut voir en ce moment. On veut pas voir plus d'activité, il faut en voir moins. La Banque du Canada essaie de calmer le jeu pour éviter que l'inflation puis que les anticipations d'inflation dérapent. Hier, il y a eu une enquête de la Banque du Canada au niveau des consommateurs, puis on voit que les anticipations d'inflation sont très fortes. Donc, on est loin de notre compte et c'est pour ça qu'on risque de voir encore des mesures assez musclées. Prix de l'essence maintenant, il y a des facteurs géopolitiques. Ça influence naturellement le taux d'inflation parce que ça influence le prix des produits qu'on achète. Comment vous voyez ça? Ça, c'est intéressant parce que c'est le prix de l'essence. On parle de l'inflation. D'abord, mentionner que l'inflation
il y a eu des bonnes nouvelles parce qu'on a atteint un sommet au cours de l'été on a atteint un sommet à 8, un petit peu au-dessus de 8 8,1 Puis depuis ce temps-là, on est tombé jusqu'à 7 au Canada. Or, qu'est-ce qui a causé ce ralentissement-là de l'inflation? C'est essentiellement le prix de l'essence. Et ça a été le cas au Canada, ça a été le cas aux États-Unis. Or, est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus pour dire que, bon, ben l'inflation, on a vu le pire? Si c'est une question de prix de l'essence, le contexte géopolitique est beaucoup trop tendu à l'heure actuelle pour penser que le prix de l'essence va nécessairement se maintenir au niveau où ils sont là en ce moment. Donc, je pense qu'avec les turbulences qu'on voit du côté de l'Europe, avec l'Ukraine, avec l'arrêt presque complet de l'approvisionnement en gaz naturel provenant de la Russie, qui fait en sorte que les producteurs d'électricité en Europe ont dû reconstituer leur stock. Tout ça va dépendre de comment l'hiver se déroule. Si on a un hiver qui est très froid en zone euro, ce qui va arriver, c'est la même chose qu'on a vécu l'année passée, c'est-à-dire qu'on va devoir utiliser du pétrole, on va devoir brûler du pétrole pour générer de l'électricité et ça va faire bondir la demande en pétrole au niveau international. L'autre chose aussi, il ne faut pas oublier, là, parce que là je parle de demande, mais il y a aussi le côté offre. Il y a l'OPEP qui nous a annoncé une baisse de 2 milliards, 2 millions de barils par jour de pétrole. Donc on baisse la production. Jusqu'à présent, l'OPEP Plus augmentait sa production par mois. Là, on a renversé la vapeur. Entre autres parce que en ce moment, il y a des négociations entre l'Iran et les États-Unis pour peut-être qui pourrait arriver à un déblocage faisant en sorte que l'offre augmenterait. Donc, l'OPEP Plus est déjà en train de réagir de l'autre côté et dire, ben nous, on veut soutenir, on veut pas que les prix s'effondrent et on décide de baisser notre production. Donc, c'est pour ça que le risque de flambée des prix du pétrole reste très élevé et on peut pas s'appuyer là-dessus pour dire que, bon, ben l'inflation, le pire est derrière nous. Donc, c'est pour ça que les banques centrales, c'est pas assez. Le critère de l'essence, c'est pas assez. Nous, pour le prix du pétrole, pour ta question, c'est on a une cible de fin d'année qui est à 90 $. Quand on a vu le pétrole descendre à 77 $, on était un peu nerveux, mais bon, l'OPEP est arrivé, puis ça tient encore la route. L'année prochaine, on a un prix du pétrole qui descend à 80 $, mais il reste que le pétrole, c'est un marché qui est géré en ce moment avec l'OPEP+, et depuis 2015, on gère l'offre, et donc, même s'il y a une récession, on ne pense pas que le pétrole va descendre à des niveaux très faibles. C'est positif pour, par exemple, des provinces comme l'Alberta, des pays, mais aussi des provinces producteurs, mais en même temps, ça fait en sorte que l'aspect inflation, l'aspect pression sur le coût de la vie, puis pression pour que les gouvernements viennent compenser ça, hein, puis on est beaucoup là-dedans en ce moment au Canada à travers les provinces, mais tout ça, ça demeure en place. Excellent. Prévision au niveau de l'inflation. À partir au début, on entendait que les banques centrales voulaient ramener le taux d'inflation aux alentours de 2 On entend un peu, peut-être qu'on va tolérer 3 À partir de quel moment, en fait, les banques centrales vont se sentir plus à l'aise avec, ou à partir de quel taux d'inflation où on va voir un changement de tendance là, ou d'attitude? 2 Non, mais pour dire honnêtement, je pense que, bon, par exemple, nous, on prévoit 6,5 encore d'inflation à la fin de cette année. Puis l'année prochaine, on devrait être, dans fin 2023, dans les coins de 2,3 entre 2 et 2,5 Je pense que même si on est en haut de la cible de 2 rendu fin 2023, si notre hypothèse qu'il y a une récession, puis finalement c'est la récession qui fait de la baisse de la demande qui fait en sorte que l'inflation se calme, à ce moment-là, je pense que les banquiers centraux vont être confortables de commencer à tranquillement desserrer la politique monétaire. Mais c'est le point qui est vraiment important là-dedans, puis c'est ça qui a profondément changé. Parce que je vous parlais au début
du changement de mentalité chez les décideurs. Mais là, il y en a un changement de mentalité, puis il est au niveau des banques centrales. On va plus voir des taux à 0%, à moins qu'il y ait une crise financière majeure, là, mais on va plus voir des taux au plancher, on va plus voir d'assouplissement quantitatif. Ça, on est dans un autre monde. Je pense que les banquiers centraux ont été échaudés par ce qu'ils ont vu, ce qui veut dire qu'on risque de voir peut-être une baisse graduelle, très prudente des taux d'intérêt pour les amener vers un point de neutralité, autour de 2% au Canada, autour de 2,5% aux États-Unis, mais on n'anticipe pas vraiment que la politique monétaire soit accommodante. Donc ça pourrait faire en sorte qu'on ait un cycle qui soit peut-être pas aussi rapide, de croissance aussi rapide que ce à quoi on pourrait s'y attendre. En même temps, on s'attend à une récession qui soit relativement modérée. Donc, ça vient de compenser. Mais ça veut aussi dire, ça veut dire qu'on va devoir moins, puis ça, c'est l'aspect, je pense, qui est bénéfique là-dessus, c'est qu'on va voir moins de mauvaises allocations d'actifs. On va voir des investissements, avoir beaucoup plus de pression pour générer des investissements qui soient rentables. On va voir moins de choses comme des zombie companies. Et en même temps, on est dans un paradigme où qu'est-ce qui va être valorisé? Ça va être la résilience, la durabilité, la contribution au changement climatique. Donc, je pense qu'il y a quand même des bons éléments. On va voir les capitaux être réalloués aux bonnes places, puis qui vont servir justement à accélérer le pas au niveau de ce qu'on a besoin de voir, c'est-à-dire une économie qui est plus résiliente. Tu as parlé d'une récession légère au Canada. Comment ça va se comparer les États-Unis et le reste du monde? Même les États-Unis, je vous dirais, ça c'est intéressant hein, parce qu'on a fait notre prévision pour le Canada, de récession pour le Canada, avant les États-Unis. D'habitude, on dit que c'est les États-Unis qui influencent le Canada. Étant donné la nature du choc en ce moment, qui est un choc essentiellement de taux d'intérêt, bien, quand on regarde au Canada, on est beaucoup plus sensible. Quand on regarde les composantes du PIB qui sont très sensibles au taux d'intérêt, par exemple, jusqu'à 2015, là, ces composantes-là, on les a calculées dans le PIB, c'était aux environs de 23%. Depuis ce temps-là, étant donné les nombreuses phases de politique monétaire très accommodantes, on est passé à 26%. Puis, en parallèle, on a vu une baisse de 3 points de pourcentage de l'impact ou du moins de la composante investissement dans notre PIB. Donc, là, on est devenu une économie qui est beaucoup plus focalisée sur l'immobilier, sur tout ce qui est dépenses à crédit, puis moins sur l'investissement productif en capital qui génère de la productivité. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé au Canada. Puis l'autre chose aussi, l'autre point à considérer quand il est question de la sensibilité au Canada, c'est qu'on a une structure du marché hypothécaire qui est très différente de celle aux États-Unis, en ce sens que à toute fin pratique, on a des hypothèques qui se renouvellent aux 5 ans. Donc, ça place les ménages en situation de vulnérabilité face à un choc de renouvellement. Les gens qui vont renouveler dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, déjà, on renouvelle à des taux qui sont beaucoup plus élevés que les taux les termes qui viennent à échéance. Et ça va se poursuivre. Aux États-Unis, ils sont capables d'emprunter à 30 ans. Donc, dans les dernières années, pendant la pandémie, on était capable d'emprunter à 1,5 pour 30 ans. Et donc, il n'y a pas cet effet-là. Donc, et aussi aux États-Unis, dans le dernier cycle économique, on a fait un peu le ménage. Donc, l'endettement a baissé aux États-Unis, tandis qu'ici, au Canada, il a augmenté. Donc, tout ça place le Canada en situation malheureusement beaucoup plus vulnérable. Mais il reste qu'on pense que le choc, j'en ai parlé, on voit des hausses de taux d'intérêt qui sont plus agressives aux États-Unis qu'au Canada. Les États-Unis ne s'en tirent pas. Et déjà, on voit les prix des maisons baisser aux États-Unis. C'est commencé. Il y a un ralentissement immobilier. Puis on pense que ça va générer une récession, mais en même temps une récession légère. Où est-ce que la récession va être plus forte? C'est évidemment en Europe. Parce qu'en Europe, on combine l'effet des taux de la politique monétaire à un choc du coût de la vie qui va être de plus en plus important. En ce moment, il ne faut pas oublier que le choc des prix du gaz naturel, par exemple, on ne l'a pas complètement ressenti parce qu'il y a eu des mesures, des boucliers tarifaires qui ont été mis en place par les gouvernements pour tenter de calmer, d'offrir un tampon pour pas que les ménages et les entreprises le ressentent autant. Mais de plus en plus, on va aller, c'est extrêmement coûteux, ces boucliers tarifaires-là. On n'aura pas le choix de diminuer cette protection-là, ce qui va faire en sorte qu'on va s'en ressentir. En plus de tout ça, il y a toute l'incertitude géopolitique qui affecte beaucoup plus l'Europe qu'elle nous affecte nous. Donc, on pense que l'Europe va vivre une récession assez majeure.
sans parler du Royaume-Uni, évidemment, qui est en situation catastrophique en ce moment, un gros choc de confiance, forte augmentation des taux obligataires à long terme. Donc, c'est certain que l'Europe n'est pas en bonne position. La Chine non plus, malheureusement. La Chine vit encore, puis ça a été réitéré au cours du week-end, hein, l'approche zéro COVID. Où est-ce qu'on confine des villes entières quand on pense que Intel a été en contact avec un cas? Ben on est encore dans ce paradigme-là en Chine. Donc, ça va être très difficile de parler d'un rebond si on n'a pas une augmentation, une réouverture comme on a vu ici, une augmentation des voyages, des secteurs à haut contact. En plus de ça, on a une crise immobilière, on le sait, en Chine. Donc, et si on a un environnement mondial où il y a un ralentissement, ben la Chine, c'est une économie qui est essentiellement exportatrice. Donc, on va avoir difficulté sur ces angles-là. Donc, nous, on n'hésite pas en ce moment à parler, malheureusement, d'une récession mondiale. Quelle est la valeur de nos richesses naturelles au Canada? On est riche à ce point de vue-là en métaux, en or, en toutes sortes de métaux. Quel serait ton point de vue là-dessus? Bien, ça, c'est un de nos gros avantages dans l'échiquier politique. Quand on pense au-delà de la récession, quand on pense au prochain cycle économique, aux prochaines 10, 20 prochaines années, on est chanceux au Canada parce qu'on a des ressources qui vont être critiques, des minéraux critiques et des ressources qui sont en abondance en Ontario, au Québec, dans l'Ouest canadien, au niveau des métaux, des minéraux qui vont être nécessaires à accompagner la transition énergétique et tout le volet technologique qui va s'accompagner à ça. Je dis souvent que 2010, qu'est-ce qu'on a vu dans les années 2010, ça a été beaucoup d'investissements dans tout ce qui était intangible, les software, les Netflix, les Apple, mais le prochain cycle, ça va être des investissements physiques pour accompagner la transition, ça va être des technologies, donc ça va être quelque chose de très tangible et nous, on a les capacités. En plus de ça, on est un pays démocratique, on a un pays qui est stable et ça aussi, ça nous donne un certain avantage. On va être un pays avec lequel nos partenaires vont vouloir faire affaire avec. Donc ça nous place en extrêmement bonne position. Il y a un potentiel, évidemment, au Québec hydroélectrique qui est très important, qui va faire en sorte aussi d'assister à cette transition, l'électrification des transports, par exemple. Il y a tout un effort qui devra être fait au niveau de la décarbonation dans les immeubles, qui est la deuxième composante là, qui génère le plus d'émissions. Donc, je pense que le Canada a énormément d'outils qui vont permettre non seulement au pays à passer à travers, à exécuter cette transition-là, mais qui va pouvoir aussi aider le reste de la planète. Puis, tu sais, on parle de nos ressources, mais on a aussi des ressources intellectuelles majeures. On a, au Canada, c'est reconnu comme étant une des places où le taux, par exemple, de brevets de nos chercheurs universitaires est le plus élevé. Donc, il y en a de l'innovation au Canada. Le problème, c'est qu'on n'a pas été bon pour la commercialiser, mais il y en a. Il y a du brain power, si vous voulez, au Canada. Donc ça, je pense que ça va être la clé pour s'en sortir avec des investissements majeurs en éducation, puis avec aussi de la main-d'œuvre. Ça va prendre aussi de la main-d'œuvre. J'ai parlé de la construction tout à l'heure, mais ça va prendre la main-d'œuvre qui va être affectée au changement climatique. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont attirés par ça, ils veulent contribuer, mais encore faut-il qu'on ait des programmes qui leur présentent ça de manière tangible. Comment est-ce qu'ils peuvent bien gagner leur vie tout en contribuant à nos objectifs climatiques. En ce moment, je ne peux pas dire que, de ce que je vois des gouvernements, que c'est encore très clair qu'on a une proposition qui est très alléchante à ce niveau-là. Good. Si on regarde, qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour nos entreprises, tout ce qu'on a discuté, puis les ménages? L'évolution des salaires dans les prochains 12 à 24 mois. Là, ce qu'on est en train déjà de voir, c'est qu'il y a un certain plafonnement dans la croissance des salaires. Ça reste encore très élevé, mais ça a arrêté de s'accélérer. Mais il reste que
et c'est ça qui inquiète un petit peu au niveau inflation, c'est que dans les négociations de conventions salariales qui vont venir, ou peu importe une entreprise qui cherche un employé en ce moment, c'est certain qu'on va intégrer l'effet de l'inflation qu'on a vu cette année dans les attentes. Donc là, c'est en train de transpirer dans les attentes et ça va affecter un peu les salaires qu'on va avoir. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir un peu de la persistance. Je pense qu'en même temps, avec un ralentissement de l'économie, une augmentation du taux de chômage, ça va venir calmer les choses. Donc, il y a deux forces qui jouent une contre l'autre. Les salaires vont finir par baisser, mais ça va être quand même assez graduel. Mais pour les ménages, je pense que ce qui va être particulièrement important, c'est d'être défensif. D'ailleurs, on le voit déjà, les enquêtes nous montrent que les gens, les ménages, réduisent leurs dépenses. Puis pas juste les ménages les moins fortunés, même dans toutes les catégories de revenus, on voit qu'il y a plus de prudence, étant donné que l'environnement est plus incertain, étant donné qu'il peut y avoir des incertitudes par rapport à son emploi, à son revenu ou l'emploi de son conjoint, etc. Donc, on commence à voir de plus en plus ça. Ça, incidemment, c'est ce qui va contribuer à faire baisser l'inflation, parce que ça va faire ralentir les dépenses et puis ça amène la modération qu'on a besoin de voir. Donc, je pense que c'est ce que ça veut dire. Je pense que aussi, c'est une raison aussi pourquoi on est peut-être relativement optimiste dans le sens que ça devrait être une récession légère. On a vu énormément de mesures pendant la pandémie qui vont aider. On a beaucoup élargi l'accès à l'assurance emploi, on l'a bonifié. Donc, ça veut dire que les gens qui vont perdre leur emploi vont être mieux accompagnés que dans des cycles précédents. On a mis en place des mesures aussi pour améliorer la rétention, ou du moins le lien employeur-employé. Donc, ce ne serait pas surprenant qu'on voit des mesures comme ça pour éviter qu'il y ait une trop forte augmentation du taux de chômage. Donc, il y a des entreprises peut-être qui ont des perspectives au-delà d'une récession qui demeurent assez positives. Et la meilleure chose, on l'a vu, ça l'a démontré pendant la pandémie, les mesures qui ont été mises en place, la vigueur de la reprise de l'emploi, de la baisse du taux de chômage, ça a montré que ces politiques-là ont été très efficaces. Donc, ce qu'on veut voir surtout, c'est après le ralentissement, on veut que la reprise soit rapide. Donc, mettre en place des mesures qui pourraient faciliter la reprise, la vigueur de la reprise, je pense que c'est ça qui va être important. Puis ça, pour moi, pour les politiques, les actions gouvernementales, c'est beaucoup plus ça la clé que, en ce moment, de consentir des chèques ou de donner, de baisser des impôts. Ça, je pense que c'est unanime dans le milieu économique que c'est contre-productif en ce moment. Il va y avoir un moment pour intervenir, mais ça va de miser, encore une fois, sur les investissements, sur la transition, sur le long terme, le potentiel de l'économie canadienne. Ça, on ne se trompe pas avec ça. Ça accroît notre potentiel de croissance, puis en même temps, c'est désinflationniste. Donc, les ingrédients sont là, on les connaît, les stratégies, on les connaît. Donc, les gouvernements vont devoir miser là-dessus. Good. On a 14 secondes, Jimmy. L'évolution de l'équité ou des actions, notre portefeuille d'actions et d'obligations. En 15 secondes. Moi, les actions, je touche pas à ça encore. C'est-à-dire, bon, si vous en avez vendu, c'est pas le temps d'en racheter. Du moins, le creux, je pense que le creux est encore à venir. Nous, on prévoit que le creux sur le marché boursier, ça va être au deuxième trimestre de 2023. Donc, il y a encore un bon 6 mois là, de faiblesse à s'attendre à ce niveau-là. L'année 2022, ça a été l'année où est-ce que tous les actifs y ont goûté, à part le dollar américain peut-être, là, mais tous les actifs y ont goûté. Ça, je pense que c'est fini. Ça, je pense qu'on entre dans une phase où est-ce que particulièrement le revenu fixe, les obligations, ça va devenir intéressant parce que si il y a une récession, un ralentissement de l'inflation, les taux baissent, les classes d'obligations devraient mieux performer. Encore une fois, on s'en va pas à zéro, là. Ça fait que ça va pas être des performances époustouflantes. Mais une chose qui a manqué dans le dernier cycle, c'est du paiement de coupons, du rendement. Mais là, on n'est plus là-dedans. Là, il y en a du rendement. Il y a plus de coupons. Donc, pour certains investisseurs moins à risque, ça devient intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je pense. L'année 2023, on devrait commencer à avoir un peu de différenciation dans les corrélations, dans les classes d'actifs. Good. Ben, merci, Jimmy. Écoute, je continuerai toute l'après-midi encore avec toi. Alors, merci beaucoup. Bonne main d'applaudissements pour Jimmy. C'était très informatif. Merci beaucoup.